liftoff. Jet 583, last way star, runway 26 left. The frequency is 12547, the rest is unchanged. 882, you were not cleared for takeoff. What are you doing? Now the question, has the ramp people where you working on it. 583, last way star, runway 26 left. Radio's down. There's no radar. Et bonjour à tous et bienvenue pour ce premier Ground Frequency de 2024. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est dans un tout nouveau décor, un tout nouveau studio qui va nous suivre, j'espère pour longtemps. Toujours à l'Aéroclub de France, ne vous inquiétez pas, on reste près des pionniers. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, Antoine est avec moi. Toujours fidèle au poste, même en ce début d'année, avec très heureux d'être dans Ground Frequency. On va relancer une belle année 2024. Toujours, je te garde sous le coude. Nouveau chroniqueur qui était auparavant dans les backstage. Nous avons Alexandre. Salut Alexandre. Eh ben, salut, ça fait plaisir d'être là, de découvrir l'autre côté de la caméra finalement, et de pouvoir rester avec des personnes formidables. Non mais c'était peut-être pas pour nous, on sait pas. Ouais, c'est ça. On sait pas de qui il parle. Non et puis Alexandre, passionné d'aéronautique militaire. C'est vrai. En grande partie. Et tu vas nous en parler un petit peu plus tard. Exactement. Il y a une petite chronique. Dans cette émission. On a hâte. Et Antoine, je te laisse présenter notre super invité du jour. Et c'est parti. Donc nous avions reçu lors de la première émission de Ground Frequency en septembre Catherine Monory pour parler voltige, entre autres bien sûr. Et aujourd'hui, pour cette reprise de Ground Frequency, nous allons aborder la voltige sous un autre angle puisque nous avons le plaisir de recevoir Paul Chénaud. Bonjour Paul. Et merci à tous de me recevoir ici. Je suis très honoré que vous m'ayez invité sur Ground Frequency. Et avec plaisir, je répondrai à toutes vos questions sur la voltige et sur tout ce qui va autour. Super. Alors pour te présenter un petit peu, tu es voltigeur et donc membre de l'équipe de France de Voltige Advanced. Et tu es même le plus jeune de l'équipe, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais, le plus jeune. Ouais. Okay. Et donc tu as participé récemment à une grosse échéance avec les championnats du monde aux États-Unis cet été, lors duquel tu as fini 9e et remporté un des programmes. Donc beau palmarès pour le plus jeune voltigeur de l'équipe de France de Voltige Advanced. Et tu es actuellement en train de terminer tes études d'ingénieur. Et voilà, donc on va parler de ces différents sujets, de ton cursus et de ton évolution au sein de ce beau sport aérien qu'est la voltige. Ça te va comme programme ? Pas de problème, super programme. Super. Je mets juste un peu ton micro. Ça va, j'ai cru que tu... Je ne perds pas dans ta chronique. Pas de souci. Et d'ailleurs, du coup, maintenant, c'est toujours à toi de parler. C'est toujours à moi, je continue alors. La revue de presse, sachant qu'on n'a pas eu d'émission en décembre, t'as plein de choses à nous raconter, je pense. Exactement, ça va. Donc première revue de presse de 2024, mais comme on a manqué quelques actualités, on va essayer de rattraper un petit peu toutes les grosses actualités de fin 2023. Et donc je vais commencer avec une classique de fin d'année aéronautique, avec les commandes et les livraisons de fin d'année. C'est toujours un des sujets qui fait la une de tous les journaux aéronautiques en fin d'année. Avec tout d'abord au niveau des commandes, Airbus qui a terminé l'année en fanfare avec des commandes sur toute sa gamme d'avions. Alors que l'année 2023, avec le Salon du Bourget, de nombreuses commandes avaient déjà été excellentes pour l'avionneur européen. En décembre, Cathay annonçait la commande de 5 A350, 6, quelques-uns, je sais plus, j'ai pas noté le nombre, mais quelques A350. Ensuite, le loueur Avolon enchaînait avec 100 A321 Neo, et on pensait que l'année allait se terminer là-dessus. Eh bien non, c'était pas fini. Le 15 décembre, donc juste avant la fin de l'année, Turkish Airlines commandait 150 A321 et 70 A350. Et 4 jours plus tard, commande de Lufthansa et de EasyJet pour des A220 et des A320 Neo. Donc le carnet de commandes qui était déjà bien chargé et donc un bilan très positif pour 2023 pour Airbus. Et avec ce bilan très positif, il va falloir relever de nombreux défis en 2024, que ce soit de la supply chain à l'assemblage final, pour honorer ses commandes et arriver à livrer de plus en plus d'avions. Un petit point au niveau des livraisons, c'est toujours la fin d'année, il faut rentrer dans les objectifs de livraison au niveau des chiffres comptables. Et bien Airbus a réussi à livrer plus d'avions que ce qu'ils avaient annoncé, donc une petite dizaine d'avions en plus que les 720 de l'objectif 2023. Donc
voilà pour ces nouvelles à propos d'Airbus. Bon, forcément, transition un petit peu logique, on parle d'Airbus, on va parler de Boeing aussi. Donc Boeing a une année un petit peu moins belle en termes de vente. C'est peut-être moins bien terminé également. Voilà, moins bien terminé. Et forcément, vous avez tous vu ces images des quelques petits problèmes de ces derniers temps, avec entre autres le 737 MAX 9 qui a perdu une petite porte à 15 000 pieds. Bon, pas vraiment une porte, on va dire un bout de fuselage. Voilà, donc comme je disais juste avant, il y a de nombreuses livraisons à faire, une cadence à tenir, et Boeing fait face à de nombreux défis de livraison. Donc ces dernières années, il y avait par exemple les autorités chinoises qui avaient reporté des boulons desserrés sur l'empennage et qui avaient demandé plus d'inspection. Là, c'est des boulons desserrés sur une porte qui bouche une partie du fuselage. Donc voilà, il y a quand même des complications, et toutes ces livraisons à faire impliquent d'avoir beaucoup de qualité à la fois chez les constructeurs et leurs sous-traitants. Donc voilà, c'était la petite news industrie aéronautique. On va pouvoir parler un petit peu d'accidentologie. Bon, c'est un petit peu moins marrant, mais vous en avez aussi entendu parler sûrement, avec la collision au Japon entre un A350 et un Dash 8, donc, qui a fait 4 morts parmi l'équipage du Dash 8. Donc c'était toute fin décembre. Voilà, ça arrive, vous pouvez voir l'image sur cet article du Monde où un A350 en finale a percuté un Dash 8 qui était en train de s'aligner pour décoller. Heureusement, tous les passagers de l'A350 ont réussi à évacuer. C'était une évacuation complexe, comme vous pouvez le voir, l'avion était en flammes, l'évacuation a été assez longue, mais grâce à un petit peu de discipline, tous les passagers ont été sauvés et donc le bilan aurait pu être bien plus grave. Autre petite news niveau accidentologie, je vous invite à aller voir les articles au sujet du rapport du BEA sur un événement qui a été évité à l'aéroport de Bordeaux grâce à la vigilance d'un pilote privé. En effet, il y a eu un presque accident entre un A320 qui allait atterrir sur la piste de Bordeaux et un pilote privé dans un DR400 qui attendait pour décoller. Et donc voilà, il y a quand même des petites questions au niveau du contrôle aérien qui nécessitent d'être un petit peu améliorées pour éviter ce genre de situation. Il y a des grosses refontes actuelles du système de contrôle aérien, que ce soit une homogénéisation aussi au niveau européen. Donc voilà, c'est des sujets qui vont alimenter le rétex. Il y a eu un problème, on a toujours su bien servir du rétex dans l'industrie aéronautique, donc on va voir en 2024 dans quelle direction on va se diriger. On passe au spatial, si ça vous va, après cette nouvelle. Ça a plu, toute l'énergie spatiale. Bah oui, un petit peu plus... Bon, ça fait pas de mort au moins quand une sonde se crache, c'est le cas de cette nouvelle. Les Américains sont de retour pour les atterrisseurs lunaires avec le lancement tout début 2024 d'une fusée Vulcan en direction de la Lune avec la mission Peregrine. Et bien il faut savoir que ça faisait 50 ans, et oui, depuis la mission Apollo, il n'y avait eu aucun projet américain à destination de la Lune, donc c'est un petit peu le retour avec tous les projets qui ont été annoncés un petit peu à plus long terme du retour de personnes qui marchent sur la Lune, bien sûr. Et donc vous l'avez vu passer, il y a une petite fuite de carburant qui fait que plutôt viser la Lune, Peregrine va gentiment retourner sur Terre, se désintégrer. Mais bon, peu importe, en 2024 il y a de nombreux projets. Alors déjà qu'en 2023 il y a eu plusieurs atterrisseurs qui ont réussi, comme la mission indienne par exemple. Mais voilà, 2024, année majeure pour le spatial, avec aussi tous les projets de petits lanceurs et ces atterrisseurs lunaires pour en apprendre plus sur notre satellite. Effectivement. L'année 2024 va être chargée en spatial et puis on suivra évidemment tout ça dans Ground Frequency. Bien sûr. Toutes les 2 semaines, le jeudi à 20h, on le rappelle. Bien vu. Fin de la revue de presse, quelques nouvelles un petit peu plus courtes. On va donc commencer avec les premiers vols marquants donc de la fin d'année, avec tout d'abord l'annonce par Daher, Safran et Airbus du premier vol hybride électrique de l'EcoPulse. Donc normalement, une petite image s'affiche à l'écran. Pour rappel, ce démonstrateur emporte, en plus du turbopropulseur classique, une propulsion distribuée électrique, donc avec plusieurs petites hélices réparties sur chaque aile. Donc voilà, le projet entre ces 3 acteurs majeurs de l'aéronautique en France doit permettre de faire avancer les recherches sur l'hybridation entre une propulsion conventionnelle et l'hybridation électrique pour les projets d'aéronefs du futur. Donc voilà, c'était une nouvelle côté hybridation de cette fin d'année. Un autre premier vol qui a été annoncé fin novembre, c'était le B-21 Raider. Voilà, ça tombe bien Alexandre, j'avais pas encore parlé d'aviation militaire dans ma revue de presse, je me suis dit que tu m'en tiendrais rigueur. Maintenant que t'en parles, ça me paraît. Donc voilà, c'est un avion bombardier donc américain stratégique furtif et sera le successeur du B-2 Spirit qui avait fait son premier vol il y a 34 ans. Et donc voilà, ces ailes volantes, comme vous pouvez le voir à l'image, sont toujours assez intrigantes quand on est habitué aux avions traditionnels, mais rassurez-vous, ça vole très bien.
Et ce projet est un projet majeur de l'aéronautique militaire aux États-Unis. Après cette news militaire, passons à l'aviation générale avec une annonce un petit peu triste, puisque vous connaissez tous, si vous avez poussé un jour la porte d'un aéroclub, les DR400, ces avions Robin donc, qui étaient faits à Darrois. Bon, je sais, je parle souvent de la Bourgogne, mais bon, il y a quand même beaucoup de choses, même aéronautiques en Bourgogne, bien sûr. Et bien, la mauvaise nouvelle de fin d'année, c'est l'annonce de la liquidation de l'avionneur français. Il a fermé ses portes en décembre et donc sans repreneur ou de poursuite d'activité. Donc la fin semble un petit peu définitive pour ces avions très répandus dans les aéroclubs. Et c'est un petit peu dommage pour tout. Il y en avait plus de 900 dans tous les aéroclubs. Et une petite dernière nouvelle, c'est juste l'annonce du partenariat entre Airbus et ZeroAvia. Donc ZeroAvia est une start-up qui travaille sur l'hydrogène dans les avions. Et pour lancer cette année, ils ont annoncé un partenariat et un financement d'Airbus pour ZeroAvia et une collaboration assez poussée. Donc voilà, en 2024, on va avoir de beaux projets hydrogène avec entre autres ces deux acteurs qui s'allient pour proposer des démonstrateurs. Super, merci beaucoup Antoine. Et effectivement, triste nouvelle pour les DR400, j'imagine que Paul, tu as dû commencer sur DR400 aussi à un moment dans ta vie. Ouais, exactement. Moi, j'ai commencé sur DR400 120, voilà, qui est un modèle vraiment du début de gamme de Robin. J'avais appris pour le redressement et maintenant la liquidation, je savais pas, mais donc merci Antoine. Ah bah désolé de te l'apprendre, c'est pas en live. J'espère quand même que on aura la chance de retrouver des pièces qui continueront un approvisionnement pour nos clubs pour qu'on puisse maintenir en état nos avions, voilà. Oui, on a une grosse flotte de Robin quand même en France, donc il faudrait que... Et beaucoup d'aéroclubs en dépendent, voilà. Tout à fait. Merci Antoine. Alors je propose déjà, pour connaître un petit peu plus Paul, un petit jeu qui a été préparé par Alexandre. Alors on l'avait connu sous un autre format un peu plus graphique, là il va nous le faire à l'oral. C'est Exactement. Le quiz d'Alex. Qui veut gagner un avion? C'est Alors, ça. On va partir sur une dizaine de questions. Je vais vous lire la question, les réponses, 4 réponses possibles, une seule est juste. Vous allez devoir me trouver laquelle. Donc tous les trois, vous serez capables de participer. Mais exactement. Le chat peut participer. Alors. Bon. Avant qu'on commence, je tiens à dire que le chat est très actif et Michel, BG le mec avec les lunettes. Le problème. Alors 3-2, s'il vous plaît. Merci en tout cas, merci. Non, vas-y, je t'ai interrompu. Écoute, si c'est pour prendre des compliments, je suis toujours là. On va commencer ça en plus. Lequel de ces avions n'est pas un trimoteur? Le Boeing 727, le Junker 52, le Falcon 2000 ou le Douglas MD-11? Est-ce que vous l'avez? Falcon 2000. Ah, je dirais Douglas M2000. Non, 2000. C'est le 2000? Si, Falcon 2000. Ah ouais, ok. J'avais Falcon 2000. Je suis quasi sûr. Ok, bon bah je vous fais confiance là-dessus. Bonne réponse. C'est bien la bonne réponse. La prochaine fois, quand ce sera plus dur, on laissera le chat. Parce que là... Ok. Que signifie SAF? Safe Aviation Fuel, Sustainable Aviation Fuel, Standard Aircraft Fuel, Subsonic Aircraft Fuel. A priori, c'est le fuel. Sustainable. Ouais, Sustainable Aviation Fuel. D'ailleurs, on a fait un petit peu une émission en novembre dessus, si jamais vous voulez jeter un œil. Si, voilà, tout le monde ceux qui nous suivent étaient obligés d'avoir la réponse. La rediff est disponible sur YouTube. Et pour cela, très intéressant. C'est une très très bonne émission. Troisième question. Lequel de ces duos est aussi connu sous le nom de Chevalier du Ciel? Tanguy et la Verdure, Maverick et Goose, Bug Danny et Sonny Tucson, ou AT et Chuet? J'en ai éliminé 2 facilement. Pour moi, c'est Tanguy et la Verdure, les Chevaliers du Ciel. Là, vous allez me juger, mais moi, j'ai jamais vu les Chevaliers du Ciel, alors que pourtant, je suis un grand passionné. Mais... Moi, j'attends. Ouais, mais pourtant, par élimination, j'ai tendance à dire AT Chuet, mais. Non. Alors, c'est celui que j'avais éliminé, moi. Ouais. De base. Ouais. Donc, Antoine? Tanguy et la Verdure, j'aime beaucoup les BD. Il y a carrément une série dérivée, les Chevaliers du Ciel. Effectivement, Antoine avait raison. Voilà, AT Chuet étant plus ou moins une seule et même personne. Voilà. Ok. Et les 3 autres étant des personnages de fiction. Voilà, Top Gun pour Maverick et Goose, Bug Danny et Sonny Tucson étant une autre BD, Bug Danny du même nom. On passe à la 4e question. Ça se corse légèrement. Quel avion Iron Maiden a utilisé pour sa tournée en 2016? Un Airbus A380, un Boeing 747, un Cessna Citation ou un ATR 42? Moi, je l'ai aussi.
T'as dit Boeing, c'était 747? C'était un Ouais, c'est un 747. Boeing. Ouais, C'était le Boeing. Ouais. Le chat a peut-être son avis. Pour sa tournée américaine, franchement. Très bel avion en plus. Effectivement, Extraordinaire. c'est bien un 747-400 qui est nommé Ed Force One, en référence à Air Force One. Il était piloté par Bruce Dickinson, qui était le leader du groupe, donc qui avait sa qualif sur 747, ce qui est assez sympa. Sympa, effectivement. Pas mal. Pouvoir faire sa propre tournée. Ouais. Il se repose jamais, par contre. Ah bah, C'est- là, c'est... Et dans le c'est- chat, ça avait dit 747 aussi. Je crois que On a un c'est chat dynamique. apparemment de connaisseurs. je connais ça. Cinquième Moi, je- question. Il nous manque la photo, ça aurait été bien. C'est vrai, alors on C'est prend vrai. note pour le prochain coup. Mais, je te ramènerai une maquette du 747. Encore mieux. Celui-ci avec la livrée Iron Maiden. Ah bah, Peinte par tes soins. tu me donnes beaucoup de travail. Exploité ici. Question 5. Qui est devenu le mannequin Starman qui était présent à bord de la Tesla qui a été envoyée par SpaceX dans l'espace en 2018? Ah ouais, ça se corse quand même. Ah ouais. Moi, je dirais qu'il tourne toujours dans l'espace. Ouais. Ok, donc réponse 1 c'est Ah, il est en orbite autour du Soleil, donc il tourne toujours dans l'espace. Réponse 2, il est exposé au Kennedy Space Center. Réponse 3, s'est posé sur la Lune. Réponse 4, il a fait une rencontre du troisième type. Ok, je pense, ça va. qu'il est en orbite autour du Soleil. Parce que je vois pas comment Autour il du aurait- soleil carrément. Là, j'aurais bien vu une petite voiture atterrir tranquillement sur la Lune. Ouais. Ça aurait été classe, mais il n'y a pas d'autoroute là-bas. Donc c'est bien la réponse de l'orbite autour du Soleil, donc pas proche non plus. Donc il fait son orbite autour du Soleil, mais il passe pas très loin de la Terre et de Mars, fait des allers-retours. Sachant que le Starman c'était le mannequin en combinaison dans la Tesla Roadster qui a été envoyé par SpaceX. Si vous voulez savoir exactement où il existe un site qui s'appelle whereisroadster.com. À tout moment, vous avez sa localisation assez précise. Il semble même qu'il y a le nombre de kilomètres qu'a fait la Tesla depuis son lancement. Ah ouais, c'est vrai. Et je pense qu'elle a largement dépassé la garantie. Mais, Sans Ouais, être ouais. rechargé en plus, c'est sans quand même être pas mal. rechargé, franchement, c'est Sacré coup de Pas cœur. mal. à partir juste d'un petit lancement, c'est peut-être la Tesla avec le meilleur bilan carbone. Sixième question. Pourquoi Trevor Jacob est-il connu? Première proposition, il s'est posé en avion sur un hélipad à Dubaï. Deuxième proposition, il s'est posé sur la zone 51. Il a sauté en parachute depuis la stratosphère. Ou il a volontairement crashé son avion. Alors, Pour moi, c'est soit la B ou la D, parce que la C, c'est donc la C, c'est depuis l'espace, c'est Félix Baumgartner. Ouais, exactement. La A, c'est un ancien pilote des Red Bull, mais j'ai oublié son nom, et donc ça me dit rien. Je sais pas. J'hésite entre la B et la D. Une tu peux préférence? nous redire la Alors, D? la B étant, il s'est posé sur la zone 51 et la dernière, il a volontairement crashé son avion. Je pense qu'il a volontairement... Ah, c'est pas celui qui a volontairement craché son avion. Il s'est filmé, il a été Il s'est détruit. filmé, Ah oui, et qui a été poursuivi par la il est FA, c'est ça? poursuivi, ouais, Ok. par la FA, me Il est en semble. prison maintenant. Effectivement, ouais. il a écopé d'une petite peine, mais il était ressorti. Donc c'est bien un youtubeur Ok. qui a simulé une panne au cours de son vol et a sauté en parachute de l'avion, avion qui donc ne pouvait plus, n'était plus sous trajectoire contrôlée et s'est crashé. Donc heureusement pas eu de mort. Mais la FA ayant vu la vidéo a tout de suite retiré sa licence et il y a eu même des rebondissements où il a essayé de repasser une nouvelle licence de vol. Mais bon, il est connu dans le milieu maintenant, pas comme quelqu'un d'apprécié, on va dire. C'est ça. Ok. Faut que je change de pays, quoi, s'il veut passer sa licence, a priori. Septième question. Laquelle de ces célébrités françaises n'a pas de licence de pilotage? Michel Drucker, Alessandra Sublet, Pierre Ninet ou José Garcia? Ah les gars, je sais ça. C'est Pierre Ninet. Et j'aurais dit Pierre Ninet Ouais, aussi. Pierre Ninet. Ouais, Ouais. mais Drucker, c'est connu qu'il est pilote Ouais. d'hélicoptère. Il était même passé dans les premières émissions de Jump Seat. Et il a un Dia 62 aussi, je crois, qui a un bel avion, ouais. ouais, à tout su. Ok. Ouais, À tout su. Heureusement qu'on il est est là. Ouais, je sais. Alors, Je vais pas diviser l'IMAT ici, mais. non, mais un très bel avion, il me semblait. Je sais pas s'il a toujours, mais. À l'époque. Ouais, j'aurais dit Pierre Ninet aussi. Pierre Ninet. non, effectivement, c'est bien Pierre Ninet, donc Ouais. Michel Drucker qui a sa licence de pilote avion et hélicoptère. Hein. Il y avait même une anecdote comme quoi il avait troyé Johnny Hallyday pour son Stade de France, son concert de Stade de France arrivé en hélicoptère. José Garcia, lui, est aussi assez passionné par l'aéronautique. Il avait volé avec les cartouches dorées et il a beaucoup agi dans ce sens-là. Et Alessandra Sublet, elle, donc, a passé sa licence de pilote plus récemment. Mais tous les trois pilotes d'avion et Michel Drucker avec la cartouche hélico en plus. Huitième, et on commence à arriver donc, dans les questions les plus high level. Huitième question.
On Pourquoi va compter sur le chat là. Attention. C'est le moment. C'est encore trouvable à partir de la 9, je dirais un peu moins. Pourquoi le vol Cactus 1549 est-il connu? Ça commence très bien, franchement. Il s'est crashé à Mexico. Il a améri dans l'Hudson. Il a été détourné par un certain D.B. Cooper. Où il a dépassé le mur du son. Comment? Alors, Cactus 1549, c'est ça? 1549, exactement. Alors pour moi, c'est pas D.B. Cooper. Ça, le numéro de vol me dit rien. Ouais. Et Peut-être il dans s'est pas l'Hudson, posé dans non l'Hudson. Non? Parce que le numéro de vol me dit rien non plus. Mais en se basant uniquement quoi les là-dessus, deux on autres peut- Alors, il y avait un crash à Mexico. Ouais. Et le dernier, c'était il a passé le mur du son. Et du coup, le chat, on a peut-être une petite Ouais, aide. ouais, c'est Le chat. mur du son, Ah hein. bah ça, le chat me donne tort parce qu'il se serait posé dans l'Hudson. Nous dit Charlie. Et Peut-on faire confiance à Charlie? moi, je pense que Charlie a raison, effectivement. Apparemment, oui. Cactus 1549 était bien C'est pour ça que ça me dit l'immatricule en français, je en anglais, bien sûr, Ouais. de ce vol American Airlines qui a améri dans l'Hudson et qui a donc plus tard dérivé sur le film Sully. Et donc voilà, 1549 maintenant, si tu veux Donc, retenir, briller, tu Briller en pourras... société. Merci pour ces questions. On brille en société après. Nickel. Question 9. En quelle année a été réalisé le premier vol transatlantique sans escale? On a 1913, 1919, 1927 et 1933. Transatlantique, nord ou sud? Non, petite alors, aide. je te donne Non. non. Alors moi j'en ai fait une chronique, mais je me souviens pas de la date dans l'émission, ceux qui ont vraiment suivi. Le Spirit of Saint-Louis, moi je dirais 1919, non? Attends, t'as dit première sans escale, pas en solitaire. Sans escale. Pas en Alors, solitaire forcément. Non. Ah, parce qu'il y a eu Ah avant oui. le Spirit of Saint-Louis, il y a eu une traversée en équipage sans escale. Spirit of Saint-Louis, c'était peut-être 27 alors, non? C'est ça? Là c'est quoi les deux dernières 27? Alors 27 27 et 33. Moi Ah, je dirais, ouais. je dirais 27. Je dirais 27 aussi. 33 solitaires Ouais. et 27 en Bah, plusieurs 27 fois. alors, ouais, vas-y pour. Alors pour juste redonner un peu de contexte sur les dates, 1913 c'est la traversée de Roland Garros. Ouais. 1919, c'est la traversée de Alcock et Brown. Et 1927, c'est celle de Lindbergh. Donc, maintenant, savoir qui entre Lindbergh et Alcock et Brown a traversé en premier. C'est effectivement Alcock et Brown qui sont tous les deux officiers de la British Naval Air Service, donc qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale, la guerre de 14, et qui ont ensuite traversé l'Atlantique Nord en partant de Terre-Neuve et en atterrissant dans le Connemara à Clifton. Mhm. Donc, effectivement, c'est un peu moins connu que Ok. la traversée de Lindbergh, mais voilà, ils ont le Et c'était quoi comme avion? alors, c'était un Vickers 4, je crois. Alors, je sais que c'est un Vickers et je suis plus exactement sûr de quelle version. Donc, c'était un avion qui était préparé Pour l'occasion, quoi, ouais. spécialement pour la traversée, un peu comme le Spirit of Saint-Louis. Ok. Bah, effectivement, dans le chat, ça nous disait en mai 27. Alors, ça, c'est Lindbergh. ouais, exactement, Lindbergh. Non, mais non, je suis rassuré de voir que dans le chat, On avait le droit à l'erreur. Poussière à Palpatine s'est trompé. Je tiens à le dire. Ok. Alors, dernière question. Un peu plus touchy. Alors, si vous avez la bonne réponse, bravo. Parce que même moi, je n'aurais pas eu. Ok. Ah, si, même toi. Même moi. Combien de litres d'eau peuvent être transportés dans un Canadair, un CL 415 2155, 4123, 6137 ou 10500? J'espère que tu nous redises, là, parce que Ouais. j'ai perdu des zéros. 2000, 4000, 6000, 10 000. C'est par ordre de 4, 6, 10, ouais. croissant. À peu Donc près. 2155, 4123, Mm. 6137 ou 10 500. Moi, ça me dit, bon, à 10 tonnes, c'est trop. Enfin, je vois pas 10 tonnes. Moi, je dirais 4 tonnes. 4 tonnes. je Ouais, pense. c'est vrai 4 que tonnes. quand tu raisonnes Ouais. en tonnes, Ouais, c'est pas mal. Ouais, 4 tonnes, 4 ouais. tonnes. Je dirais bien 4 tonnes ou 6000 max, mais ça paraît déjà beaucoup. peut-être que Ouais. 6 c'est le Dash 8 du coup. Il a un peu plus que le Non, je Canada. pense que justement, le Dash 8 en amont, Le Dash 8 pour moi, les en déchets amont. vraiment, ouais. Moi, je dirais 4. 4 tonnes. Ouais, possible. Est-ce que le chat a son avis là-dessus?
Le chat n'a pas son avis là-dessus, apparemment ils sont autant dans les choux que nous. Bon, alors pour conclure, c'était 6137, donc Ouais, quand même. c'est quand même assez conséquent. Et effectivement, bon, au fur et à mesure des évolutions, l'emport a augmenté et donc actuellement les Canadair qui équipent la sécurité civile peuvent emporter 6 tonnes d'eau. Ce qui est pas mal. Voilà, c'était ma dernière question. Merci pour votre participation. Tu me prends de court, je sais plus où on en est. Attends, ça c'est Mais on se revoit bientôt. Bah, merci pour ces questions, Alexandre. Merci pour les Tu questions. avais mis la barre haute, effectivement, c'était un peu compliqué, mais bon, on a quand même réussi à trouver quelques réponses. Ouais, non, pas mal, Pas mal. effectivement. Là, c'est... Et puis il y avait un peu de civil, c'était pas que du militaire cette fois. Je me suis dit, il fallait faire plaisir au boss. Au prochain T'avais ça en stock quand même. Et ben je pense qu'on peut reprendre avec l'interview de Paul. C'est là où Allez. on va poser, où Antoine va poser toutes les questions qu'il démange depuis tant d'années. Voilà. Putain d'année. Bah écoute, on va pouvoir en apprendre plus sur ton parcours et sur le sport de haut niveau et d'autres sujets. Donc si t'es Allons-y. prêt, c'est parti avec la première question. Allons-y. Donc il me semble que dans ton cursus, tout a un petit peu commencé par une immersion familiale dans la voltige. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu les liens familiaux avec la voltige et comment a débuté ta passion pour l'aéro? Voilà les débuts, comment tu es rentré dans ce monde-là? Ouais, bien sûr. Donc chez moi, l'aéronautique, c'est familial. Bon, mes deux grands-pères sont pilotes. Ma mère est pilote, mon père est pilote, donc que des pilotes et que des voltigeurs. Donc du coup, c'est aussi ce qui explique mon appétence pour la voltige. J'ai commencé, en fait, ma famille n'a pas trop poussé vers l'aéronautique, mais juste un peu naturellement, j'y suis venu en évoluant dans ce milieu. Ok. J'ai fait du modélisme. Puis ensuite du planeur et voilà et toujours avec le support de ma famille derrière qui m'a aidé et qui me soutenait parce qu'ils savent ce que c'est quoi. Ils te soutenaient, ils te soutiennent encore, je suppose. Ouais, C'est bien sûr, super toujours, bien sûr. quand on est Exactement, des parents passionnés. C'est toujours derrière. Et du coup, il me semble même que ton père était en équipe de France de voltige aussi, il a participé à des compétitions. Exactement, c'est ça. Ouais. Mon père était en équipe de France pendant à peu près 10 ans. Il était champion du monde Advanced en 2002. Ok. Et voilà, jusqu'en 2007. Puis en 2007, il a fait un peu d'équipe limited. Puis après, pour des raisons pro, il a un peu stoppé pas la voltige, mais l'équipe de France, puisqu'aujourd'hui, il compétit toujours au championnat de France tous les ans. D'accord. Donc voilà, à peu près pour son parcours. Donc vous partagez ça entre père et fils. Je suppose que Exactement, ton c'est premier ça. vol voltige, même ton premier vol en Ouais, avion, c'était avec lui. ouais, tout à fait. C'était avec lui, ouais, tout à fait. Puis mon grand-père aussi qui m'a emmené. Ok. Et puis ensuite que j'ai emmené. Enfin, donc voilà, super histoire. Perpétue l'histoire familiale. Exactement. C'est assez intéressant. Donc tu as très tôt eu envie d'aller assez loin dans le pilotage avec cette famille donc, de compétiteurs. Donc comment s'est déroulé ton passage donc, vers le sport aérien en général? Parce que donc, tu me dis que tu as commencé par le planeur. Comment t'es venue cette envie de pas juste prendre un avion pour aller emmener les copains le week-end, mais d'aller vraiment de rechercher le sport, la compétition, ce genre de choses? Ouais, très bonne question. Alors en fait, on est tous sportifs aussi dans la famille un peu et on a tous ce goût un peu de la compétition. J'ai commencé moi, dans le sport tout court en faisant du tennis quoi. Et très vite j'ai été initié à la compétition. Et du coup quand je me suis mis à l'aérien, naturellement, je mesurais mes performances en planeur, etc. Je me suis toujours une volonté de me comparer aux autres et d'aller vers la compétition, déjà en planeur. Et j'ai perduré ça, j'ai fait perdurer ça avec la voltige encore aujourd'hui, quoi, en fait. Et donc j'ai toujours été motivé par le sport aérien en général. Voilà. Ouais, donc t'as vraiment commencé l'aéronautique, mais du coup t'as laissé, tu dis plutôt le tennis avait déjà la compétition, après t'as laissé tomber le tennis pour faire des compétitions. J'ai laissé tomber le tennis, quand je me suis mis à faire de l'avion, donc vers mes 17-18 ans, j'ai arrêté la compétition de tennis, quoi, et après pour vraiment me focus sur la compétition avion, qui pour moi a pris la forme de la voltige. Mais mon instructeur avion était un ancien de l'équipe de France de rallye, donc qui m'avait aussi un peu poussé à faire du rallye, quoi. Mais voilà. Est-ce que tu as fait un peu des compétitions de rallye avant de commencer ta première compétition de voltige ou ça s'est pas trouvé? Non, j'ai pas eu la chance de faire des compétitions de rallye, mais j'aimerais bien en faire avec ma copine qui est aussi pilote. On parle d'en faire peut-être, donc ce serait vraiment avec plaisir de participer à ce genre de compétition. Ouais. Ok, donc à surveiller peut-être que dans les prochaines années, en parallèle de la voltige, peut-être quelle compétition de rallye, plutôt pilotage de précision, un petit peu tout. En fait, je pense que c'est hyper complémentaire, quoi. Je pense que tu as énormément de choses à apprendre de la compétition en rallye ou en pilotage de précision.
Et tout comme tu as énormément de choses à apprendre en compétition de voltige, c'est deux types de pilotage complètement différents qui sont complémentaires. Donc non, ce serait avec plaisir que je ferai du rallye. Si un jour j'ai l'occasion, quoi. Mais pour l'instant, c'est la voltige. Ok. Même si du coup, t'as fait plutôt des sports de compétition un peu plus solitaires. Là, en double, c'est quelque chose qui t'intéresse aussi de... Ouais, la notion d'équipe. Bon, après, la voltige, on dit que c'est un sport en solitaire, mais je parle dans le cockpit, bien sûr. Il y a tout le monde seul. Je parle vraiment de la coordination dans le cockpit. Mais encore à Vegas, on l'a vu, c'est vraiment un sport d'équipe, bien sûr. Puisqu'en fait, on passe beaucoup de temps en équipe, puisqu'on vole à peu près 4 minutes sur 4 fois 4 minutes sur 2 semaines de compétition. Ouais. C'est très court, le reste du temps, on le passe en équipe. Et on a besoin de garder notre énergie. Et donc pour ça, c'est important d'être bien dans le groupe et que tout le monde se supporte. Donc c'est vraiment un sport d'équipe, la voltige. Et le rallye, c'est toute la relation avec l'équipage en temps réel, ce qui peut être intéressant, je pense, à éprouver et à tester, quoi, surtout avec sa copine. On ira pas plus loin, mais j'imagine. Mais comme on est tous les deux passionnés, c'est naturel. D'accord. Je pensais à ça. Voilà. Ok, très, très intéressant. Donc on a commencé à parler un peu de compétition de voltige. Ouais. Est-ce que tu pourrais rappeler un peu pour nos téléspectateurs comment ça se passe? Donc les différents niveaux, un petit peu les catégories, les passages obligés en voltige, comment ça s'est déroulé? D'abord peut-être le biplace, le monoplace, expliquer un petit peu comment ça se passe en France quand on veut faire de la compétition en voltige. Donc en fait en voltige c'est assez simple, il y a 6 niveaux. Pour passer au niveau supérieur, il faut plus de 7 de moyenne. Alors 7 de moyenne c'est sur 10. Donc voilà. Je crois que Joris s'est rassuré. Non, donc c'est sur 10. Et donc il y a 3 niveaux biplace, donc espoir, promotion, national 2. Et ensuite il y a 3 niveaux monoplace, national 1, excellence, élite. Et en fait on ne peut pas sauter de niveau. Donc ça veut dire qu'on est obligé de faire chaque niveau pour aller jusqu'au bout. Et une compétition, comment ça se déroule? En biplace, il y a 3 programmes. Il y a un premier programme qui s'appelle le connu, qui est distribué le 1er janvier de chaque année. Tout le monde vole le même devant le jury. Il y a un deuxième programme qui s'appelle un inconnu, qui est donc là, on distribue le programme aux pilotes 24 heures avant la compétition et ils font les figures devant le jury le jour J sans les avoir volés. Et enfin, on a un troisième programme qui s'appelle le libre, où c'est le pilote qui dessine son programme et qui le présente devant le jury. Ça, c'est pour les 3 niveaux biplace. Pour le monoplace, c'est un peu différent. Il y a des programmes un peu plus compliqués pour un peu plus tester les qualités techniques des pilotes. Mais voilà. Mais c'est, dans l'ensemble, on garde la même philosophie, inconnu, connu. Et toujours ce set de moyenne pour monter le niveau, par exemple pour passer de l'excellence à l'élite. Ok. Voilà. Et du coup, le biplace, pour peut-être détailler un petit peu, c'est vraiment une personne qui a un instructeur qui est à côté de toi, mais il n'a pas le droit d'aider. Enfin, comment ça se passe? C'est vraiment pour la sécurité. Tu fais bien d'aborder ça. En fait, le biplace, c'est bien. Donc, on arrive en biplace avec une seule personne dedans. Il n'y a pas d'instructeur à côté. Et par contre, il y a un super niveau qui a été créé il n'y a pas longtemps, qui s'appelle la découverte. Enfin, il n'y a pas longtemps, ça fait déjà un peu de temps, mais en fait, où tu peux faire une compétition accompagnée de ton instructeur. Ok. Donc voilà. Et du coup, en fait, tu t'es en place pilote. Et ton instructeur est en place copilote. Et lui, il touche pas aux manches, mais il est en sécurité, en safety pilote. Voilà. C'est bien, il faut peut-être inciter plus de personnes à vers la voltige. C'est un super pied à l'étrier. Moi, j'ai commencé comme ça à Villeneuve-sur-Lot. Et c'est une super façon de voir le box, de aussi voir ce que c'est de voler sous conditions stressantes. Parce que mine de rien, en compétition, c'est quelque chose qui est hyper important, quoi, de savoir gérer son stress. Et c'est très bien de le faire avec un instructeur au début. Voilà. Ok. Et donc concrètement, au niveau de à partir de quel moment tu as pu être seul dans un avion de voltige et commencer la compétition? Pour toi, ça s'est passé à partir de quel âge? Donc moi, j'ai commencé la compétition à 19 ans, ouais. Mais donc j'ai été lâché à 18 ans. Donc, ok. En fait, ça m'a pris à peu près 3-4 mois à me préparer à ma première compétition. À peu près 5 heures, 6 heures de cabis, quoi, voilà, c'est ça. Ok. Et, après mon FCL 800, qui est donc la qualification pour pouvoir voltiger en toute sécurité et légalement en France. Ok. Voilà, et en Europe. Ça consiste en quoi le FCL 800? Alors en fait le FCL 800 ça va être c'est un peu c'est une qualif quoi. Tu vas faire des boucles, des tonneaux, c'est du premier cycle. Donc le premier cycle pour ceux qui sont un peu novices dans la discipline, c'est des G positifs. C'est que du G positif. Donc boucle, tonneau, un petit bump, enfin des figures de base, renversement. Et par contre, il y a une initiation vol d'eau, donc vrille d'eau. Voilà. Okay. Et tout ça, tu fais ça, et après, tu as ta qualif voltige qui te permet de voltiger donc, un peu sur tous les axes en France. Et ensuite, tu participes aux compétitions suite à une délivrance d'un brevet de la fédération qui est associé au FCL 800. Ok, super.
Bon, super, merci. On a plein de questions du chat. Bon, je veux pas non plus. Non, mais passer vas-y, loin. une question dans le chat. Bien sûr. Mais déjà, faut-il une préparation physique particulière pour faire de la voltige et un championnat de voltige, nous demande Swazang. Une préparation physique, je dirais pas forcément une grosse préparation physique, il faut une bonne condition physique. C'est-à-dire faut faire un peu de sport, voilà, faut bien manger, faut être. Mais je dis pas, enfin moi par exemple, je cours 2 fois par semaine, mais voilà, je fais pas beaucoup plus de sport que ça. Donc Ouais, non, deux pas. fois 50 km par semaine. Non, Pour la forme. non, je cours voilà, régulièrement, mais il n'y a pas de. Non, il n'y a pas forcément de préparation physique à proprement dit. Après, quand on arrive à très haut niveau, on reste des sportifs de haut niveau et il y a aussi tout l'aspect mental du sport et de ce que ça t'apporte. Donc voilà, C'était ma prochaine question. Comment est-ce que justement tu te prépares en plus du physique comment est-ce que tu te prépares au quotidien pour les vols, pour visualiser surtout tu parlais des programmes où tu n'as pas volé avant l'enchaînement de figures. Donc comment ça se passe et comment est-ce que tu t'améliores parce c'est bien gentil d'en faire, mais voilà, comment est-ce que tu t'en sers pour progresser et Ouais. performer. Ouais, tout à fait. Alors en fait, il y a un truc qui est assez marrant en voltige qu'on m'a dit, dès que j'ai commencé, on m'a dit la réussite d'un vol, ça se joue 90% au sol en fait. Donc il y a énormément de travail sur la mentalisation des actions que tu vas faire en vol. Donc c'est un peu comme la PAF, on les voit, ils font leur musique, où on voit ils bougent le manche, ils bougent la manette des gaz au sol synchronisé pour qu'en l'air ils puissent reproduire cette synchronisation. Et en fait, nous on fait un peu pareil, on va simuler les actions qu'on fait dans l'avion. Avec une dimension un peu plus, on va dire, de danse, puisqu'on va utiliser notre corps pour représenter l'avion et pouvoir bien visualiser où est-ce qu'on est dans le box. C'est hyper important en voltige parce que on bouge dans tous les sens. Et donc ça, c'est la partie un peu, on va dire, pratique et avant un vol important comme un inconnu. Et après, en amont, pour la gestion du stress, etc., tu as toute une partie un peu préparation mentale, méditation. Ça, c'est un peu comme le sport, ça se travaille de temps en temps, quoi. Tu peux lire des bouquins, puis tu fais un peu de méditation de temps en temps, mais c'est important d'être bien avec soi-même, en fait. Voilà. Ok, ouais, donc il y a vraiment ces deux parties, à la fois le travail vraiment pour le vol, arriver à bien visualiser, le travail sur tout se représenter, et le côté plus gestion du stress, Exactement, vraiment plus la c'est performance. deux choses différentes, ouais. En fait, après, dans les gros vols de compète, comme là tu parlais des championnats du monde, c'est beaucoup d'automatisme, en fait. Tu vas aller chercher à l'entraînement, tu vois, des timings et du réflexe, pour que le jour de la compète, tu récupères des automatismes, en fait, parce que t'as quand même, malgré ta gestion du stress, etc., tu as toujours ce stress intense, quoi, qui est difficile à gérer, surtout quand tu passes devant un jury et devant les autres pilotes qui regardent ton vol aussi, c'est aussi une certaine pression. Et du coup ouais, t'es un peu obligé de faire ça, quoi. Mais du coup, comme c'est très prenant au niveau mental, pour juste finir un petit peu là-dessus, est-ce que ça t'arrive de te dire, non, là, je suis pas en condition pour voler, t'avais prévu, je sais pas, un stage, 3 vols, et tu te dis, ah non, là, je peux vraiment pas y aller, du coup, je peux pas voler, ou alors, y aller quand même, et des fois te dire en vol, ah non, mais là, en fait, j'étais perdu, faut que je recommence, enfin, c'est une question un peu bête, mais est-ce que, côté mental, ça t'arrive des fois de subir, en vol, te dire, ah ouais, non, en fait, j'étais pas assez préparé, quoi. Alors, moi, ça m'est jamais arrivé à titre personnel, parce qu'en fait, la décision, je l'ai toujours prise en amont. Okay. Tu vois, j'ai toujours dit, si je me sens pas bien, je vais pas voler. En fait, on vole sur des avions quand même qui sont hyper tranchants, quoi, qui sont hyper vifs, qui nous laissent pas le droit à l'erreur. Ça va très très vite. Le range, en gros, on est de 100 km/h à 400 km/h. Et en fait, t'as vraiment pas le droit à l'erreur. Tu vois, donc si t'es pas bien et que tu pars en vol, t'as risque de casser la machine, mais aussi de te faire très 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 mal, quoi. Donc du coup, faut toujours avoir conscience de ça. Et savoir le gérer et prendre la bonne décision, un peu comme tout bon pilote, en fait, c'est quelque chose que tu fais avant ton vol, quoi. Vraiment ce travail de te dire est-ce que je suis en condition pour aller voler ou pas, quoi. Okay. Et après, par contre, en vol, il faut aussi être capable de dire à un moment stop, parce que des fois tu peux être très bien physiquement avant de partir en vol, puis au bout de 2 figures t'es séché parce que t'as pas très bien bu, parce que t'as pas très bien mangé, et là c'est être capable de dire au coach je vais me poser, quoi, tu vois. Ok. C'est très intéressant de voir un petit peu, c'est pas juste on monte dans un avion, on tourne la clé, on va faire ça, programme. C'est vraiment beaucoup de travail en amont. Exactement, sur soi. Très intéressant. On a encore des questions. Mais bien sûr. Donc on a parlé vraiment de préparation physique, mentale, un peu championnat, et justement l'année dernière tu as été à Vegas. Oui, c'est à Vegas au mois d'octobre, c'est ça, il y a 3 mois là. Voilà. Il y a 3 mois tu étais à Vegas, je crois qu'on a quelques images à montrer de Vegas. Et donc la question du chat, c'est quel est ton retour d'expérience, en fait, là-dessus?
Enfin, déjà, c'est une expérience extraordinaire parce que c'est unique. Enfin, le championnat aux États-Unis, en gros, ça a lieu une fois tous les 10 ans. Donc, c'était une chance folle de pouvoir aller là-bas. C'était long, 3 semaines. Et on a volé sur un avion qu'on ne connaissait pas. Donc, il y avait aussi une partie d'adaptation sur l'avion. Et ça a été hyper intéressant parce qu'en fait, on était dans le désert. On n'était pas vraiment à Vegas, 60 km au sud. Et en fait, du coup, il y avait ce côté désertique où il y avait des plages de température énormes. Le matin, on pouvait être à 5, 6 degrés, voire des fois presque proche de 0. Et en journée, on montait jusqu'à 35, quoi. Donc en fait, au niveau des performances de l'avion, c'était complètement différent de voler à l'aube ou le midi. Et donc on a dû s'adapter et on a fait le boulot. Et je pense l'équipe a bien fait le boulot. Moi de mon côté, donc tu l'as dit, j'ai fait 9e en gagnant un programme. Je suis un peu sur ma fin parce que j'ai fait une petite erreur sur le deuxième programme, mais je suis quand même assez content de ces résultats. Voilà. Surtout s'il y a tous ces paramètres à gérer, là. Enfin, il y a Ouais, pas tout à d'inconnu, fait, hein, le déplacement, fait. enfin voilà, c'était Ouais. pas les championnats à Château Ouais. où on joue à domicile. Ouais, puis, donc, pour l'anecdote, on en parlait un petit peu avant en off, là, donc il y a eu un petit problème avion aussi, il y a eu un pilote qui malheureusement a cassé la verrière à 2 jours du départ de la compétition. Donc on a eu un petit haut le cœur, petit coup de stress à essayer de trouver une verrière dans les États-Unis. Enfin, on a un peu retourné le pays et les gens qu'on connaissait pour pouvoir réparer l'avion et pouvoir partir. Donc c'est sûr que c'était un peu des conditions particulières, mais je pense qu'on avait signé pour ça et ça reste une superbe expérience. Voilà. Ok, ouais, parce que pour te préparer, du coup, t'es arrivé là-bas combien de temps avant? Donc comme je disais, 3 semaines, on est arrivé, on a fait 1 semaine et demie de préparation, c'est-à-dire tu vois, de prise en main de l'avion. Donc les vols de prise en main, en fait, c'était 2 vols par jour. Et on avait un vol où on répétait nos programmes et un vol où on faisait que des figures, juste pour, tu vois, tester l'avion, voir comment il réagissait sur certaines figures. Apprivoiser un peu la bête. Apprivoiser la bête, voilà, c'est ça exactement. Et après, compétition, quoi. Donc du coup, une journée un peu repos, quoi, puis ou 5 minutes d'ouverture, puis compétition. Voilà. Et la compétition, comme je disais avant, c'est donc 4 vols sur, là c'était 10 jours, quoi. Voilà. Ok. Et du coup, si tu devais... allez, on va faire le classique, le plus beau souvenir de la compète et le moment vraiment le plus dur où il a fallu vraiment prendre sur soi pour repartir. Alors, là, pour le coup, c'est sûr que ça part. Je dirais le plus beau moment de la compète, c'est quand je gagne le dernier programme, évidemment. C'était, c'était un magnifique moment. Il y avait aussi beaucoup de stress parce qu'il y avait des pilotes à passer. En fait, le dernier programme, comme on a vu des conditions météo avec beaucoup de vent, on n'a pas pu faire passer tout mon dernier programme. Donc du coup, on a dû attendre, jouer un peu avec la météo, etc. C'est des moments où tu stresses pas mal, t'es sur ton téléphone, tu regardes les résultats, t'attends que les autres passent et tout, tu regardes en temps réel. Mais donc ouais, super moment, évidemment, ça a un peu redoré ma compétition. Et le pire moment, bien sûr, c'est cette erreur sur le deuxième programme, puisque sur la figure 2, je fais une petite erreur, voilà, c'est malheureusement ce qui m'est arrivé et du coup, j'étais un peu hyper déçu sur le moment. Et ça a été assez dur en fait de passer à autre chose. Et c'est là où ce que je disais, ça prend du sens en fait. C'est que quand tu as une équipe qui t'accompagne, c'est super bien parce qu'ils sont capables de comprendre que des fois tu as besoin de temps pour toi. Ou ils sont capables de comprendre aussi que il faut qu'ils soient autour de toi pour te remonter le moral et pour te pousser en fait à aller chercher encore le meilleur de toi sur les 2 derniers programmes. Et je pense que c'est aussi un peu grâce à eux que tu vois, je gagne le dernier programme. Donc voilà. C'était la meilleure manière de rebondir. Voilà, c'est quand même que ça rend la victoire encore plus belle de réussir à se remobiliser. Profitez bien des images d'ailleurs, vous voyez une belle vidéo de voltige en même temps. Le film de vacances de Paul. On a encore le temps pour une petite dernière question. La place de devant est vide. Alors, encore 2 petites questions. Alors, tu parles beaucoup de l'équipe. J'aimerais juste qu'on parle assez rapidement de l'équipe que tu as intégrée, donc Black Wolf. Voilà, c'est quoi? C'est un cadre, ça te permet de voltiger un petit peu différemment. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être dans cette équipe? C'est ça exactement. Donc depuis l'année dernière, j'ai intégré donc le team Black Wolf, on dit, comme ça. Et en fait, on est donc 5 pilotes au sein de ce team. C'est un team qui a été monté 5 pilotes et un coach. Et en fait, c'est un cadre extraordinaire de progression qui a été monté par Mika Brajo, qui est un pilote connu sur la place. Et en fait, il a associé avec lui des bons pilotes de voltige et qui étaient un peu dans sa mentalité. Et son idée, c'était de tirer tout le monde vers le haut. Et en fait, il met à disposition un avion. Et nous, derrière, en payant nos heures de vol, on vole dessus et on a tout le cadre qui va bien. Donc,
un super coach, des super conditions logistiques, donc c'est-à-dire on s'occupe pas de où est-ce qu'on mange, on s'occupe pas d'où est-ce qu'on dort, tout est organisé. Et du coup, tout ça 5 semaines par an. Donc c'est le cadre rêvé en fait pour progresser. Voilà. Donc ouais, plusieurs pilotes qui se tirent vers le haut avec un entraîneur qui devient même l'entraîneur de l'équipe de France. C'est ça, Patrick Paris, c'est ça. Alors oui, ça. Oui, alors, c'est clair là, ça rebondit. Donc on a l'entraîneur de l'équipe, donc Patrick Paris qui est l'entraîneur de l'équipe Unlimited, et on a aussi Louis Vanel qui est un coach aussi Black Wolf. Qui est dans le team Black Wolf et qui passe coach de l'équipe de France en succession de Nicolas Ivanov. Pas perdu quand on arrive en équipe de France après s'être entraîné avec Black Wolf, la team Black Wolf. C'est ça, exactement. Bon, cette fois-ci, dernière question. C'était niveau timing. Du coup, pour passer un petit peu autre chose que la voltige, donc au niveau de ton cursus, tu es actuellement plutôt au niveau de l'entrepreneuriat. Tu fais tu es en train de finir ton sujet, donc voilà, comment ça se recoupe avec ce que tu fais au niveau du pilotage, qu'est-ce que au niveau des envies, parce qu'il y a beaucoup de pilotes de voltige qui font pilote de ligne ou de pilote de mais là, toi, c'est un petit peu différent, donc ça, je trouve ça assez intéressant d'en parler. Exactement. Donc en fait, après mon bac, j'ai fait une école d'ingénieur en 5 ans, post-bac. L'UTT. Et pendant cette école, en fait, je me suis pas mal cherché, posé des questions un peu sur ce que j'aimais moins, etc. Et dans ce processus, j'ai eu une opportunité, c'était à l'époque la TPL Airways 420 €, là. Donc du coup, j'ai sauté sur l'opportunité, c'était tellement pas cher que je me suis dit, allez, banco, on le fait. Et en fait, j'ai aménagé mon cursus à l'école d'ingénieur pour pouvoir faire cette ATPL. Et en fait, j'ai découvert que ça me plaisait, l'aviation civile et la ligne, mais j'avais pas forcément envie d'en faire mon métier tout de suite. J'ai envie un peu d'avoir d'autres expériences, puis j'ai rencontré d'autres gens entre-temps qui m'ont fait un peu changer de mindset sur l'aviation civile, la ligne, etc. Donc en fait, je voulais pas tout de suite en faire mon métier. Et donc quand j'ai fini mon école d'ingénieur, après je me suis dit qu'est-ce que je peux faire de cool et qui est aussi une superbe aventure humaine. Et du coup, je me suis tourné vers l'entrepreneuriat un peu naturellement aussi parce que, pareil, mon père est dans l'entrepreneuriat et c'est quelque chose qui m'avait aussi un peu toujours attiré, créer son projet, le voir évoluer, vendre un produit, tout ça, c'est des choses qui m'intéressent. Et du coup, depuis le mois de septembre, je suis donc à l'ESCP dans un master entrepreneuriat. Et depuis le mois d'octobre, on travaille sur un projet avec mes 2 autres associés qui tourne autour de la vidéo publicitaire, voilà. Et en fait, du coup, je peux mettre à profit mes compétences d'ingénieur dans ce projet puisqu'on développe une application. Voilà, bon, je vous en dirai plus si besoin. Mais... Ok, c'est intéressant. Voilà, non seulement tu as aménagé ton cursus pour vivre de ta passion, et après ça t'a permis aussi de découvrir d'autres choses. Et voilà, et là tu te lances. Donc je suppose que tu vas pas arrêter la voltige, tu vas continuer en parallèle de ces projets. En quelques mots, les grosses compétitions de l'année, le programme. Donc cette année, encore une belle année en perspective, mais toujours le team Black Wolf avec les quelques stages en vue jusqu'au mois de juillet, les championnats de France au mois de juillet. Et puis au mois de septembre, les championnats d'Europe en Roumanie, où on retourne à Bucarest. On était déjà allé en 2022, voilà, 2022. Et voilà. Ok. Un beau programme alors. On va suivre ça sur mes réseaux. Effectivement, mais on suivra avec attention Antoine relaiera TPR chaque compétition lors de ses revues de presse. Merci beaucoup Paul. Merci Paul. Alors dans tous les cas, tu restes avec nous parce qu'on va repartir sur un petit jeu. Excellent. Un petit jeu plus orienté cinéma. Alors on l'avait sobrement baptisé Air Hollywood. J'en ai un peu honte. Mais ça marche bien parce que le but, c'est à partir d'une image d'un avion dans un film, on va devoir deviner le film. Et alors, si en régie, on est prêt, envoyez, je pense, la première image. Alors, ça peut être un avion ou une fusée, apparemment. Et un point bonus à celui qui trouve le modèle, forcément. Je pense que tout le monde l'a. Ouais, First Man. Oui. J'aurais plutôt dit Apollo 13. J'aurais dit 13 Apollo 13 aussi. Bon, Saturne 5. Saturne 5 pour le modèle, ouais. Il y a une réponse. Allez, dans le chat, évidemment, participez. Dans le chat, ça nous dit Apollo 13, Saturne 5. Tom Hanks. Allez, c'est bien ça. C'est bien. Bien joué. Mais quelle réalisation. Bravo à la c'est un montage. Merci à Liam et Nico qui ont préparé ce quiz. C'est vraiment très bien fait. Alors on va pouvoir passer à la deuxième image, je pense. Vu qu'on a été très bon sur la première. C'est vrai. On va avoir droit à l'erreur aussi, j'espère quand même. Voilà. Je crois que je l'ai. Attends, si c'est un collab, ça le fait pas. Laissons. Moi je l'ai pas. Franchement. Là, je l'ai pas. Ouais. Je veux bien donner une estimation d'année à la limite. Alors moi je mets un avion. Déjà.
Écoute, Alexandre. Alors, tentative, est-ce que ce serait pas un OSS 117 Rio ne répond plus Eh ben c'est. Alors, Liam dans le chat nous dit la même chose. Les images pourraient. Il est fort. Non, c'était le Caire. Cairn Illusion. Mais alors on Classique. accepte le OSS 117 quand même. C'est peut-être pas la scène la plus connue du film, mais il y a un avion. On avait dit film d'aviation. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Alors, je me souvenais qu'il y avait un avion dans un OSS 117 et c'était l'époque, donc Caravelle, là, Ok. et film français. Enfin, Ok. Oui, on voyait le. donc je me suis dit Intérêt. OSS. Il est bon, hein. J'étais pas sûr, j'hésitais aussi avec un Louis de Funès, mais Bon, oui, c'est vrai que l'image aurait pu faire un petit mais j'ai un peu. un peu de chance. OSS 117. Effectivement, on nous dit dans le chat, il est trop fort, Alexandre. Mais là, je pense qu'on va. Bon, est-ce qu'on a besoin de parler? Ça doit aller. Bah ouais, Non mais Joris, c'est toi qui est dans le civil. Peut-être. Alors, non, je vais dire mieux. Quelle Moi, je dis scène? Top Gun, non? Quelle scène? Moi, je dirais que c'est contre Jester dans les canyons. C'est pas la scène où il repasse sur le dessus là avec le russe, non? Non, là il y a du terrain en dessous. Il y a du paysage, donc c'est quand ils sont à l'école, je pense. Et c'est Maverick et Goose qui doivent poursuivre le A4 de Apparemment, il Qu'est-ce que je fais le soir? Oui, bon. Attention. Alors, c'est le moment où il va partir en coma. Je pense. Ah oui, mais c'est pour l'entraînement, ok, ça marche. Pendant l'entraînement. Tu nous feras une version audio description du film pour regarder les images Ouais, c'est ça. Il connaît toutes les minutes, il connaît les timings. à la minute près, sinon je serais pas content. C'est ça. Bon, moi j'annonce c'était le seul film que j'avais, hein. Après je vous laisse répondre. Bon, Ouais, Top Gun culte, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Là, j'en connais beaucoup de notre génération qui n'ont pas aimé parce que trop vieux au final et qui n'ont pas trop aimé l'ambiance. Mais voilà. comment est-ce possible? Comment Je suis plus jeune que toi, Joris. Je parle de notre génération. C'est pas genre. Tu voulais pas te prendre une balle perdue, je crois. On dit ça. On nous dit dans le chat, Alex, laisse-nous un peu de temps pour répondre. Bon, Aïe, ok. Aïe. Retire-toi. Ah là là. Film Bon, suivant ou Allez. c'était Film suivant. J'abandonne. Alors ça. Les Chevaliers du Les Ciel. Chevaliers hein. du Ciel, ouais, Bah quand ouais, il les mirages. se cache du radar. Les Mirages, non? Ouais, alors j'ai pas des très bons Alors. exemples. Mirage 2000. On n'a encore pas laissé assez de temps dans le chat. Mirage 2000 qui est 5 dans le film, mais des 2000C. À gauche Fahrenheit, derrière Valois. Derrière. Donc là, c'est la scène d'interception d'ouverture du film. Ah, Ok. Image de Eric Magnan, magnifique. Hein. oui, tout à fait. Ah, bon. Image d'Éric Magnan, que peut-être on recevra dans cette émission. Ce serait bien. Ah, l'appel est lancé. S'il nous regarde, peu probable, mais c'est pas jamais. Donc effectivement, alors Ryan Airways dans le chat nous a dit Mirage 2000 en formation avec le 2000-11 sous un A340 Qatar Airways. Alors, c'est un tiré 10, mais. Oh là là. Aïe aïe aïe. Ouais. C'est le drame. Voilà. On est déjà passé à la suivante, bah, le chat a peut-être eu le temps de répondre. Et alors celle-ci, je l'ai. Ouais, là, Je c'est- crois que je l'ai, mais si c'est bah, ça. Security. C'est Noël déjà, non? Il n'y a pas les. Alors normalement, Noël. ouais, et il y a encore En tendance. fait, si, oui, mais j'aurais dit seul au monde, mais Seul au juste monde. à cause du FedEx, pas l'image. Moi, c'est le FedEx et le fait que ce soit de nuit, c'est tout. Ok. Ok. Et début de seul au monde, je dirais. Antoine Padachi. Ah non, là zéro, là franchement, Ah, il y en a qui auraient dit Jurassic Park dans le chat. Ah ouais? on pourra On faire a- des on soirées attend voir films. le Hein. T-Rex. Je me souvenais pas que c'était un Airbus. Je me souvenais pas du type avion, c'est vraiment le FedEx. Ouais, alors ça c'est du pull à la Tom Hanks. Ouais. Effectivement. En tout cas, bravo à la Seul au monde, réalisation, ouais. franchement. Seul au monde. Ouais, Bravo, bravo les gars. Seul au monde, Ah, effectivement, régisseur. Swazang nous dit seul au monde. D'accord avec nous. Je pense que c'est un avion Ryanair. Est-ce qu'il s'écrase? Bon. Voilà. Alors là, on est sur une belle explosion de ouais. synthèse. Ouais. Euh, Ça ressemble à une Ça ressemble navette à quand une même. navette. Enfin, Ouais. on a l'air d'être dans l'espace. ce- Gav- Armageddon. Ah, ouais.
Ah ouais, dans le chat, ça nous dit Armageddon, c'est une explosion. D'accord. Effectivement, Armageddon, bah, voyons ça. Armageddon. Ah oui, d'accord, donc c'est... D'accord, on était vraiment sur une explosion. Ça ne rigolait pas et c'était Ok. bien Armageddon Excellent. avec Bruce Willis. C'est un sans faute. Ouais, pour l'instant, avec tout le monde autour de la table, c'est un sans faute. Et c'est un sans faute pour Alexandre. Et ça, c'est hyper bien. Et il y a des avions civils, pas que du militaire. Il y a du avion. Ah oui, non, mais alors celui-là, Bah, forcément, Mission Impossible. S'il est beau, c'est Tom Cruise. le classique. Ok. Donc on l'a effectivement. Mission Impossible, lequel? Alors, Ouais, je non. dirais que c'est Ghost Protocol. Non, c'est 5 Rogue Nation. Sur Enfin, Rogue Nation. pas Rogue Nation, mais c'est le 5. Je suis quasi sûr que c'est le 5. C'est pas Ghost Protocol. C'est celui avant. Rogue Nation, c'est bon. Ah si, 5 Rogue Nation, du coup. Rogue Nation. Sauf qu'il est pas pardon. cascade. Open the door. J'ai- The door. Ah oui, ok. J'avais ça y est. Effectivement. Avec Simon Pegg. Ouais. Tout à fait. Et voilà. Tourné en partenariat avec Airbus. Du coup, j'en avais un. En Espagne, il me semble. Là où ils ont fait le. Bref. À Séville, du coup, là aussi, où la 400M a eu ses petits déboires. Là où la Mission. 400M a vu beaucoup de choses. C'est dit. Mais oui. Mission Impossible 4, effectivement, on le disait dans le chat. Et on est déjà passé à la suivante. Alors là, Ouah, c'est Plane. Ouais. Alors j'y étais pas du tout. Il y a le camion en bas. Drôle cette image quand même. Ah ouais. Et Il aurait là, fallu flouter les yeux, en vrai, ça aurait pu passer. c'est Plane. Alors je pensais vraiment qu'il y avait que des films et pas de films d'animation. Mais ok, Plane. Et ça doit être en 747 derrière. Non C'est Cars 2. Cars Cars 2. Alors là, C'était presque. Alors On s'est là, fait avoir comme des bleus. Ouais, je l'ai pas vu. Voilà. c'est un piège. C'était un piège. Donc c'est même pas un sans faute autour de la table. Pardon, je lisais le chat. Et la suivante. Alors. Uncharted, Alors, non voilà. Je dirais un truc un peu Uncharted. Ouais, ça fait un peu Euh, jeune. Ce serait pas Dans Lara le chat, Croft ça peut ou un être truc comme Ouais, ça. ouais, je dirais un truc comme ça avant. Lara Croft. Alors, Soisan Peut-être qui Lara est Croft. très à fond et qui donne toutes les réponses, là, on t'attend. Mais Charles nous dit Tomb Raider. ok. Tomb Raider. Ah, Tomb Raider, ouais, effectivement. Bon, On voit quelqu'un de pendu, non? Tout à gauche, là, côté Ouais. du caillou. Ah Ouais, oui, c'est ouais, ça, ouais. effectivement. Ouais, bah voilà. Ouais, alors, Tomb Raider. A priori. C'est haut. Ça ressemble pas à Uncharted. Faut pas avoir peur du vide. Et elle va pas tomber. Spoil, elle ne tombe pas. Celle-là, elle tombe. Il me semble avoir vu le film, mais... Ok. C'est tout bon, à fait. elle tombe pas. Je sais même pas à combien on est de... J'ai même pas compté le nombre de films qu'on avait passé. Bonne question. Je sais pas s'il nous en reste. Non, on en a plus. D'accord, bah c'est vraiment la fin. Ok. Le pressentiment de il fallait que je reprenne mon boulot et que j'arrête de jouer. Tout à fait. Mais j'allais dire ça touche à sa fin, mais pas tout à fait parce que on n'a pas eu la fameuse chronique d'Alexandre. Celle qu'on veut attend prendre depuis le début. depuis plusieurs années même. Merci Joris. Vas-y Alexandre l'instant. Donc une chronique militaire, plutôt axée sur la partie que je connais. Modestement. Que tu maîtrises, on peut dire. Vous avez peut-être vu ce week-end passer dans la presse l'atterrissage sur le ventre d'un PA-31 sur l'aéroport de La Rochelle. Le pilote, lors de sa phase d'approche, s'est aperçu que le train d'atterrissage ne sortait pas. Il en a averti le contrôle aérien et des rafales C2 sont envoyées de Mont-de-Marsan pour lui porter assistance. Sur place, ils inspectent visuellement son train, qui ne sort pas, et l'accompagnent tout au long de sa phase d'approche jusqu'à l'atterrissage. Les pompiers au sol avaient préparé la piste avec de la mousse pour limiter au maximum les dangers que l'avion prenne feu. Cet exemple, il fait partie des 300 interventions réalisées en moyenne chaque année dans le cadre de la posture permanente opérationnelle réalisée par l'armée d'air et l'espace. Donc, qu'est-ce que c'est que la permanence J'avais opérationnelle du mal à voir avec le lien avec le militaire, mais Eh ben, voilà. c'est une très bonne question. La PO, comme on peut l'appeler, c'est la mission de protection de l'espace aérien du territoire français. Elle est aussi connue et appelée sous le nom de police du ciel. Cette mission, elle est prioritaire et permanente, c'est-à-dire qu'elle est réalisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle est confiée au commandement de la défense et des opérations aériennes, le CDAOA, qui est situé non loin de Lyon, sur une base, alors pas avec une piste, mais une base sous terre. D'accord. Pour le CDAOA, la souveraineté de l'espace aérien français, il est assuré à travers 3 missions.
La première, c'est la détection. Chaque jour en France, tu as 12 000 avions qui transitent dans l'espace aérien français. Grâce à un maillage de radars militaires et civils, tu détectes ce trafic. Donc chaque trafic vient être détecté et puis il est suivi au cours de son vol. Les 12 000 sont identifiés. Les 12 000 sont identifiés. Quand Paul fait de la voltige, on sait que c'est Paul, on sait qu'il est... C'est ça. Il est suivi. T'as ton transpondeur, donc le contrôle aérien aussi gère de sa partie. Donc il y a une partie civile, une partie militaire qui interagissent et qui identifient les deux de chaque côté. Donc il n'y a pas que le transpondeur qui fait foi. Ok. La deuxième mission, la deuxième facette du CNOA, c'est l'identification. Une fois que ton trafic est détecté, et il va être identifié, donc on peut connaître son IMAT, le type d'appareil, la provenance à la destination, plein d'informations qui sont souvent fournies dans le plan de vol. Et tu traites ces informations pour le classifier entre ami et hostile. Donc un DR400 d'un aéroclub, tu vas plutôt le mettre ami, alors que si tu vois un Tupolev russe pas très loin de tes frontières, tu le mettras plutôt sur potentiellement hostile. La troisième partie, c'est l'intervention. En cas d'anomalie, le Centre national des opérations aériennes, le CNOA, qui surveille constamment une carte de la France avec tous les trafics affichés, peut déclencher une alerte MASA. MASA pour mesure active de sûreté aérienne. Ce qui conduit au décollage d'un avion de chasse ou d'un hélicoptère, qui va venir rejoindre l'appareil, l'identifier, observer son comportement et agir en fonction. Donc ça peut être lui porter assistance, dans le cas de notre exemple en début de chronique, ou le contraindre à le suivre, voire chercher à devoir l'abattre. La mission d'interception, elle se réalise dans un délai très court, qui doit rester plus ou moins secret pour des raisons de sécurité. Elle permet, en fait, sur plusieurs bases aériennes simultanément, dans plusieurs coins de France, hein, c'est réparti en fonction de régions. Hein, il y a un maillage de régions, donc il n'y a pas qu'une seule base qui fait tout le territoire français, mais plusieurs. Dans ces bases-là, des pilotes et des mécaniciens sont d'astreintes, jour, nuit, 24 heures sur 24, et sont prêts à réagir en cas de déclenchement d'alerte. Donc il y a une sirène, ils ont leur tenue sur eux, ils partent tout de suite à l'avion, viennent s'installer. Donc soit l'avion a déjà le moteur tournant, soit ils viennent le démarrer rapidement avec l'aide des mécaniciens et partent tout de suite pour venir intercepter, pour avoir une marge, grosso modo, en moins de 15 minutes, tu es sûr d'avoir intercepté ton avion. Alors ce temps va varier en fonction de plein de conditions, mais voilà, ne tirera pas au-dessus de 15 minutes. Une fois l'appareil inconnu rejoint, si la menace est avérée, l'intercepteur va procéder d'abord à des tirs de semonce, mais pourrait aller jusqu'au tir destructif, mais cela doit être en accord avec l'ordre du Premier ministre. Donc ça montre que le gouvernement est toujours avisé et au contact de la situation en temps réel. Donc tu as vraiment cette image-là de... la prise de décision vient au-dessus, et donc il faut vraiment une équipe, un peu comme ce que Paul expliquait. Le pilote a la situation en face, mais tu as la chaîne de commandement et même le politique qui va agir là-dessus. Pour nos amis pilotes VFR, sur le mémo pilote VFR qui nous était fourni chaque année, maintenant qui est en version digitale, vous pouvez retrouver certaines consignes et réponses qui sont écrites en cas d'interception. Si vous faites intercepter, vous ne savez pas pourquoi. Si le Mirage 2000 ou le Rafale à côté de vous bat des plans, donc bat des ailes, ça veut dire une consigne type, hein, c'est suivez-moi, donc il faut battre des ailes pour acquiescer et commencer à le suivre. Il y a quelques consignes comme ça qui sont indiquées, ça peut toujours être utile. Pour éviter de se faire abattre. C'est vrai. Historiquement, la police du ciel, elle prend ses racines dans les missions Scramble réalisées par la Royal Air Force dès 1940, qui permettaient à ces chasseurs, donc que ce soit des Spitfire, des Hurricane, d'intercepter les bombardiers allemands qui venaient attaquer les grosses villes et les pistes. Et grâce à leur maillage de radar qui était pas loin des falaises de Douves. Les missions, par le temps, se sont avérées stratégiques au cours de la guerre froide, qui opposait donc les deux gros blocs. Il fallait être capable d'intercepter un bombardier nucléaire ennemi en cas d'attaque à n'importe quel moment. Sachant que au cours du temps, la réactivité a dû évoluer aussi avec les améliorations de performance de chaque appareil de nouvelle génération. Donc c'est un défi qui a été relevé, mais qui a dû effectivement faire réfléchir beaucoup, notamment avec les Américains qui ont développé des vols à Mach 3 par exemple avec le SR-71.
C'est sûr qu'un Mach 3, si tu réagis en 15 minutes, t'es pas sûr de l'intercepter. C'est ça. Faut le rattraper en plus. C'est une drôle de mission et puis ça a dû effectivement les ingénieurs devaient pouvoir avoir du travail là-dessus. Le terme scramble lui est resté dans les expressions militaires encore employées pour faire décoller au plus vite un appareil, que ce soit en conditions d'exercice ou en conditions réelles. Si on prend le cas du 11 septembre, qui peut revenir beaucoup en tête à chacun, on parle d'avions en détresse ou d'avions de potentielles menaces, mais c'est pas forcément une menace militaire. Les Américains ont pu voir une faiblesse dans leur transmission d'informations entre les branches militaires et civiles. Et il y avait ce jour-là des avions de chasse qui avaient pu décoller à temps. C'était des avions de chasse de la Air National Guard, qui est en fait la composante qui réalisait la majorité des interceptions aux États-Unis. Mais ils n'ont pas réussi à temps à avoir les bonnes consignes d'interception. Ce qui fait que depuis, les États-Unis et plus généralement le monde entier a repensé et amélioré ses outils de communication et d'interface entre la partie civile et la partie militaire. On peut noter que pour certains pays comme l'Islande ou les pays baltes, donc Lituanie, Lettonie, Estonie, la police du ciel n'est pas assurée par leurs propres forces. Ils n'ont pas cette capacité-là. C'est d'autres membres, alors ils sont eux-mêmes membres de l'OTAN, donc c'est d'autres membres de l'OTAN qui viennent subvenir à ces besoins et donc détachent des unités sur place. Par exemple, si vous suivez l'escadron 1-2 Cigogne sur les réseaux sociaux, on peut voir que des Mirage 2000-5 sont détachés de Luxeuil en Lituanie depuis fin décembre. Donc c'est un exemple récent et voilà, la France, mais pas que, vient envoyer des unités sur place. Sachant que avec les conflits, notamment en Ukraine, on a une intensification de ces rotations. Pour d'autres pays, la mission de police du ciel est assurée partiellement. Alors on pense, pour ceux qui se rappellent, en février 2014, du Boeing 767 de la compagnie Ethiopian Airlines qui avait été détourné par son copilote pour demander l'asile et s'était posé à Genève. Au cours de ce vol, donc les Italiens... pendant que le vol traversait l'Italie, les Italiens avaient bien détecté qu'il y avait un problème. Ils ont envoyé des Typhoon pour l'intercepter, mais quand l'avion est passé au-dessus de la frontière suisse, ce ne sont pas les Suisses qui sont venus le chercher, mais des Mirage 2000C d'Orange, donc des Mirage 2000 français. Alors, ça paraissait un peu fou à l'époque que les Suisses n'étaient pas en capacité d'y aller. La justification était que les pilotes de chasse suisses respectaient les horaires de bureau. Donc la permanence opérationnelle était active de 8h à midi, puis de 13h30 à 17h. Alors c'est pas pour autant que... il n'y avait pas de possibilité d'interception, hein. La Suisse n'était pas en danger. Ils avaient tout simplement signé des traités, des accords avec les pays frontaliers, donc dans notre cas la France, pour réaliser ces missions à leur place. Mais depuis 2020, une loi programmation militaire suisse est mise en vigueur et la capacité de police du ciel est pleinement assurée depuis la base de Payerne, donc avec une marge de 15 minutes max de réactivité. Alors 15 minutes ça peut paraître court pour un petit pays comme la Suisse, mais oui, c'est bien pour eux. Ça a évolué. Et puis surtout que 15 minutes, t'as le temps de traverser la Suisse en avion. Après, si tu veux un DR400, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai qu'en avion de ligne, ou pire en avion de chasse, tu traverses la Suisse. Pour finir, il est intéressant d'avoir en tête toutes ces notions pour nos amis pilotes, ingénieurs ou simples passionnés, pour comprendre que les armées nous protègent de menaces, mais viennent aussi nous porter assistance en cas de besoin, et que la posture de permanence opérationnelle est un pilier de notre dissuasion, et de la dissuasion même de l'OTAN. Eh ben, merci beaucoup Alexandre pour cette petite chronique sur la permanence opérationnelle. Très intéressant. Merci. Effectivement, pour ceux qui ne savaient pas. Dernier petit format, et le format court de notre invité, où là Paul il va falloir que tu sois hyper réactif. Attention, si tu veux, on va juste passer le micro de l'autre côté. ça marche. Si on a cette câble. Du coup, pour le format court, je te propose plusieurs questions. Ça va durer à peu près 1 minute. À chaque fois, je te donne 2 choix, t'en choisis un. Bon, t'as le droit de passer des questions si t'as envie. Ça marche. Mais voilà. Attention. Donc, ça va pas chercher très loin, mais on va voir ce que tu réponds, ce que tu choisis à chaque Je fois. dois justifier ou pas?
Non, justement, du coup, Ok, tu donnes ça la marche. réponse. Ça On marche, pourra, très si bien. jamais vraiment il y a un point que tu as envie de justifier après, on pourra en reparler. Ok, Mais là, très l'idée, bien. c'est d'enchaîner les questions. Super. Tu risques de de s'en te mettre fâcher quoi. avec des gens. Attention à toi. Oula, j'ai On a peur. vraiment cherché à te piéger. Hein. On fait ça avec tous les invités. Alors, c'est parti. Première question. Voler aux États-Unis ou en France? En France. Lâcher solo ou premier vol de voltige? Premier vol de voltige. Course entre des pylônes ou atterrir en pylône? Course entre les pylônes. J'ai dû Euh, réfléchir. Facteur de charge positif ou négatif? Négatif. Alors, Vegas ou la Roumanie? La Roumanie. Ok. Alors, je justifierai. Après. Court voyage ou co-avionnage? Court voyage. Ok. Voldo ou Razmot? Razmot. Bricoler un extra ou bricoler un catamaran? Bricoler un extra. Ok. Et le dernier, voler à Orléans ou voler à Villeneuve-sur-Lot? Question difficile. Ok. Il n'y a pas, hein, c'est pas une réponse. Ouais. Aïe. Non, en T'allais vrai. te fâcher avec des gens. Hein. T'auras parlé du paysage, pas de... Je suis né à Orléans, donc forcément les attaches sont orléanaises. Ok, bonne justification. Bon bah voilà, c'était tout pour la petite dizaine de questions. Pas de soucis. Tu voulais justifier quoi, la Roumanie? Ouais, non, c'est juste parce qu'en fait, Vegas, on était pas à Vegas, quoi. On était dans le sud, Dans le dans le désert. Ouais. La Roumanie, c'est sympa parce qu'on est dans Bucarest, donc c'est cool. Ouais. Voilà. Ok. Bonne justification. Donc la voltige, ça permet aussi de faire la fête, de visiter un petit peu. Exactement. Pas mal. Surtout à la fin des compétitions. Ouais. Surtout quand on gagne, du coup. Ce qu'on souhaite, bien sûr. à C'est l'avenir. clair. On te souhaite beaucoup de fêtes dans plein de pays Merci. du monde. Et du coup, notre petit tour de table de recommandations traditionnelles. Alexandre, est-ce que tu as une recommandation pour nous? Oui, alors j'ai pensé à un compte Instagram que je suis depuis quelques semaines et qui est assez intéressant. Hein. Bon, pour les fanats d'aviation militaire, Joris, je sais pas si tu trouves à ton compte, mais un petit bump. Donc un petit underscore bump, un compte assez intéressant, varié, donc il n'y a pas que du moderne, de l'information assez diverse, bon accès pas mal militaire mais historique, contemporain, voilà. Ok, super. Merci pour cette reco. Donc, _bump sur Instagram. C'est ça. À ton tour, Antoine? Et bien moi je vais recommander, donc c'est un film qui est disponible sur YouTube, donc ça s'appelle Entre ciel et cime, avec donc Julien Irvilly, donc qui est on va dire le sportif dans ce film. Donc voilà, pour ceux qui aiment beaucoup la montagne, c'est un sportif qui a décidé de mêler l'alpinisme classique avec le parapente, donc avec les nouvelles technologies de parapente ultra léger qui lui permettent de faire de l'alpinisme et ensuite de faire du parapente, avec entre autres la face nord des Grandes Jorasses. Enfin voilà, il y a vraiment des belles images et je trouve ça assez sympa de cumuler la montagne avec des belles images de vol et voilà tout ce qu'on peut faire. C'est vrai qu'on peut faire plein de choses avec un moteur, mais aussi sans moteur en parapente, on peut faire des belles images et des bonnes sensations. Donc voilà, Entre ciel et cime, disponible sur YouTube gratuitement. Merci, Antoine. Et notre chaîne Grande Fréquency est également disponible sur YouTube gratuitement. Oh là là, trop fort. Quelle transition. À ton tour, Paul. Et bien moi je vais vous recommander un bouquin écrit par Luis Peña pour tous les gens qui aiment la voltige et le premier cycle. Il a écrit un bouquin qui s'appelle La voltige, le premier cycle, qui décrit toutes les figures du premier cycle et c'est donc des figures positives et du début de la voltige et je le conseille à tous les gens qui veulent se mettre à la voltige. Voilà. Super, pour tous ceux qui veulent se lancer, Voilà. super recommandation. Alors pour ma part, je me suis pas foulé parce que je vais recommander tout le travail d'Éric Magnan et on en a parlé. Il y a les ciels tout à l'heure. Excuse-moi de t'avoir vendu, Joris. Un petit peu spoil, qui réalise vraiment des magnifiques images d'avions en vol. La référence française dans ce domaine. Voilà, merci beaucoup Paul d'avoir été avec nous. Pas de souci. Merci Merci à vous. Alexandre et Antoine. Merci, Merci, Joris. Merci, Merci, Joris, merci à la cette technique. émission. Merci, la régie, Merci ouais. à la régie, merci à tout le chat d'avoir été présent. Et ben on se retrouve du coup dans 2 semaines, jeudi à 20h, pour un nouvel invité qu'on vous dévoilera sur les réseaux sociaux. En attendant, suivez-nous, Cap sur l'avenir _aéro. Vous aurez toutes les infos et surtout on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Et tous les replays, toutes les infos, Et tous les replays. tous les- Ouais.